sur une période aussi longue. J'ai connu un collègue, un physicien de Paris qui maintenant vit en Israël. Alors il a été caché dans d'autres conditions que moi, il a été dans une famille, mais ses parents payaient. Et le jour où ses parents ont été, je pense, déportés et n'ont plus pu payer, oui. Ça a été terrible. Oui, c'est ça. Il a été battu, il a été obligé de... Là, il y avait une relation d'argent... Il y avait une relation d'argent plus que forte. Oui. Alors que moi, j'ai été choyé. Il n'y a jamais eu... C'est pour ça que je dis qu'il y a eu des circonstances très différentes en fonction des cas. C'est la seule personne que j'ai connue qui a été cachée pendant longtemps. Il y a des gens qui ont été cachés quelques mois. Bon, ça, j'ai entendu parler. Je voulais vous demander, Monsieur Barbout, dans quelle langue s'exprimaient vos grands-parents? Parce que ça, c'est une particularité. Grands-parents à Istanbul, parce que ça, c'est une particularité extrêmement intéressante. En Turquie, donc nous arrivons, nous sommes 4. Nous allons chez mes grands-parents maternels, puisque j'étais avec ma mère, mais ma mère était l'aînée de 7 enfants, dont à la maison, il y avait mes grands-parents plus 6 enfants, ça fait 8, et nous on arrive, on est 4, ça faisait 12. Donc c'était difficile. Donc ma mère et mon frère cadet restent chez eux. Moi je vais chez mes grands-parents paternels, qui sont des gens de petites conditions, qui ont un petit appartement, et mon frère Jojo, qui est un gosse épouvantable, terrible, il casse tout, machin, on l'a mis dans un orphelinat turc. Alors, comment je parlais? Toujours à Istanbul. Toujours à Istanbul. Mes grands-parents parlent le judéo-espagnol. Ils parlent, vous savez, ce sont ces juifs qui ont quitté l'Espagne en 1492, qui se sont réfugiés dans l'Empire ottoman et qui ont toujours gardé dans la tête l'espoir de revenir un jour dans la mère patrie, entre parenthèses l'Espagne. Donc on a gardé l'espagnol de cette époque-là, c'est-à-dire l'espagnol de Cervantes. On ne prononce pas la jota, on dit pas un hijo, on dit un hijo. On prononce le J. Et donc, ils ne parlent même pas turc. Depuis, ils sont nés en Turquie, mais ils parlent le judéo-espagnol. Et donc, au bout de quelques temps, moi je parle le judéo-espagnol avec mes grands-parents. On parle le judéo-espagnol. Et l'un de votre frère Jojo, il parlait quelle langue? Alors mon frère Jojo à l'orphelinat, lui, il parle turc. Et au bout de quelques mois, il parle que le turc. Et on lui a rasé la tête, il se bat avec tous les petits turcs qu'il peut y avoir là-bas, parce qu'il est terrible. Faut vous dire que mon frère Jojo est né, il avait, au bout de quelques mois, il avait un petit bouton à la lèvre. Ma mère lui avait nettoyé avec de la teinture d'iode. Il avait la lèvre qui avait enflé, les médecins lui ont fait des pointes de feu, enfin épouvantable, il était presque abandonné par le corps médical, et puis bon, il s'en est sorti avec une cicatrice à la lèvre, mais à la maison, mes parents lui passaient tout, parce que c'était le gosse qui revenait du cimetière, mais il était devenu impossible, quoi. On lui passait tout, alors c'est sûr. Si bien qu'à la fin de la guerre, ma mère, d'avoir ses enfants disséminés un peu partout, a préféré revenir en France. Et c'est ce qui fait que nous sommes revenus en 1946. À Marseille. À Marseille. Alors là, c'est encore une autre histoire, je vous la raconterai tout à l'heure, parce qu'on avait un bateau, c'était pas un bateau, c'était un tas de rouille. En 1946, c'était une autre affaire. Voilà. Si vous voulez, je vais être plus court, hein, parce que sinon, elle va m'engueuler. Je voudrais demander à Monsieur Drahi, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Parce que, en fait, vous vous êtes connus après la guerre. Après, vous vous êtes retrouvés à Marseille. C'est encore une autre histoire. Et vous vous êtes connus après la guerre tous les deux. Donc je voulais savoir dans quelles circonstances. Enfin, que vous l'expliquiez, puisque je le sais. Je vais continuer le début de la fin. Donc je suis à l'hôpital et
il se passe un événement important, c'est l'arrestation de tous les enfants de l'hôpital Rothschild. C'était en quelle année? En 42, je crois, 42, 43, enfin 42 en tout cas. Et ben, ces enfants vont être envoyés à Auschwitz et ils vont être brûlés, le gaz est brûlé. Et les pasteurs apprennent ça et vont voir la responsable infirmière pour lui dire vous connaissez ce petit garçon que vous avez là, s'il reste là, il va subir la même chose. Nous, on a une colonie de vacances dans Oui, non, dans l'Aube. Parce que je confonds avec Dans l'Aube. Oui. Dans l'Aube. Dans l'Aube. L'air est sain et on s'occupera de lui. Et elle accepte. Et c'est cette petite Jeanne de 14 ans qui va me faire prendre le train, avec tous les contrôles allemands qu'il peut y avoir, qui va me faire prendre un car, qui va me faire prendre un petit vélo avec une petite carriole. Et vous aviez de faux papiers? Comment ça se passait? Ah non, voilà, je n'avais rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Hein. Rien. Moi, c'était ma grande sœur. Hein. Oui, oui, je pense oui. qu'elle avait dit que j'étais son frère. On va rencontrer un convoi allemand. Elle va tourner autour d'une fontaine pour donner le chant. Les Allemands lui fait comme ça, elle fait comme ça, dépêchez-vous de partir. Et on va arriver donc à Nogent-l'Artaud, au Nid-Fleury, où je vais retrouver mon frère et ma sœur qui y sont déjà. C'est la seule photo, vous ne la voyez pas, elle est petite. Ben, je me trouve ici tout en mitouflé. Ma sœur me tient le bras à la peur que je m'en aille, et mon frère est ici. Là, monsieur et madame Funet, les deux pasteurs, et Jeanne, cette petite jeune fille, qui va jouer ce rôle pour moi. Et là, je vais retrouver donc, mon frère et ma sœur, seulement pour quelques temps, parce que malheureusement, la maladie est trop forte, et on va être obligé de me mettre dans un sanatorium à Margency, dans le Val d'Oise. Ce qui fait que ma sœur, je ne la reverrai plus. Là, on va me placer dans un château de la baronne de Rocher. Enfin, je vais guérir, je vais avoir enfin cette chance d'avoir survécu à la guerre, d'avoir survécu à la maladie. Et on va me placer dans un orphelinat de la baronne de Rothschild, à Saint-Ouen-le-Brune, où je vais retrouver ce gaillard qui est à côté de moi. Et voilà, nous étions tous les deux, et ça a été mon grand frère. Et on a parlé, je ne sais plus avec qui, hier soir, de cette gêne qu'il y a dans certaines familles. Moi, j'ai une gêne avec ma sœur, parce que ma sœur, je l'ai retrouvée qu'à 19 ans et demi. Ce qui fait que je n'ai rien avec elle. Je n'ai rien. Et j'ai ressenti ça quand j'ai retrouvé ce gaillard, parce que c'était mon frère. C'est celui qui m'a protégé quand j'étais au château. Et quand on s'est retrouvés, ça a été fusionnel. C'était mon frère. Alors que lorsque je retrouve ma sœur, j'ai une gêne avec elle. Je l'aime, c'est ma sœur, mais il y a cet espace que l'on n'a pas eu. Voilà, ça a été très dur pour moi. Et vous aviez quel âge l'un et l'autre? Alors, quand je suis arrivé au château de Maubuisson, j'avais 5 ans, je suis arrivé en 45, guéri, où je vais retrouver aussi mon frère qui y est déjà. Et là aussi, mon frère, ça a été difficile pour moi parce qu'il a 5 ans de plus que moi, mais même il a presque 6 ans puisqu'il est né le 3 janvier. Et il a 14 ans, et quand on n'a pas suivi d'études, eh bien on va aller travailler. Et là, il va partir. Et c'est la période aussi où des gens qui reviennent des camps ou qui reviennent d'endroits où ils se sont cachés et qu'ils ont confié les enfants vont revenir à ce château. Et ils vont embrasser les enfants, ils vont leur apporter des bonbons. Et moi j'attends que quelqu'un vienne me voir parce que mon frère est parti. J'ai plus personne, bon il y a encore Albert auquel je peux m'accrocher. Non même pas, il était déjà parti aussi. Non, donc, je suis parti en 51. 51, alors il était encore là pour que je puisse m'accrocher à lui. Et ce qui fait que là je perds quelqu'un qui m'appartient, qui est à moi, personnel. Et là, je fais des bêtises, et là, je vais être renvoyé du château parce qu'ils n'en peuvent plus de moi. On va me mettre dans une maison de correction, enfin un centre de redressement plutôt. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Centre de redressement, oui. Les murs du château de Maubuisson étaient de 3 mètres, cela était de 3 mètres et demi, mais avec aussi des tessons de bouteilles pour éviter qu'on fasse le mur. Je vais aller ensuite dans un centre d'observation à Vitry, où normalement les enfants sont orientés au bout de 3 mois, moi je vais rester 9 mois. Et là, il va partir. Et c'est la période aussi où des gens qui reviennent des camps ou qui reviennent d'endroits où ils se sont cachés et qu'ils ont confié les enfants vont revenir à ce château. Et moi j'attends que quelqu'un vienne me voir parce que mon frère est parti. J'ai plus personne, bon il y a encore Albert auquel je peux m'accrocher. Non même pas, il était déjà parti aussi. Donc
Mais j'ai eu mon dossier d'internat, les deux d'ailleurs. Le premier, je comprends qu'il me virait parce que bon, j'ai mis le feu, j'ai brûlé, je me suis battu. J'ai encore les traces au genou des bagarres que nous avions. Parce que à la fin avant que je parte, on avait quand même été, parce qu'on faisait l'école au château, mais après ils nous ont mis dans l'école publique. Mais là, nous étions les corbeaux du château, parce qu'on avait des capes et ouais, on ressemblait à des corbeaux. Donc, et puis on était des juifs. Donc il y avait des grosses bagarres dans la cour de récréation, et j'en ai encore les traces sur les genoux. Donc et là, ils vont me placer dans une maison qui va changer toute ma vie, et ce sera peut-être pour tout à l'heure aussi. Parce que j'aurais dû être sûrement un mauvais garçon, et cette maison va changer complètement de caractère. En fait, je voulais savoir d'abord s'il y avait peut-être des questions dans la salle, parce que ensuite ça permettra de redonner un peu la parole, peut-être des témoignages ou des questions dans la salle. Pour que... Attendez, tenez un des micros, s'il vous plaît. Je vais faire l'employé de Je service. voulais savoir s'il y a une possibilité de retrouver les familles dans lesquelles on était cachés enfants en ne connaissant que le nom de la ville. Oui, absolument, on pouvait retrouver. Moi, j'ai cherché, mais le problème, c'est que j'ai été placé par l'assistance publique, et l'assistance publique payait. Parce que quand j'ai voulu les rechercher pour essayer de les récompenser par la médaille des Justes de Yad Vashem, on m'a dit, mais c'est pas possible parce que ils touchaient de l'argent pour Oui. se garder. C'était des vraies familles d'accueil. Mais sinon, j'ai téléphoné à la mairie de la Seine-sur-Loire, j'ai dit monsieur et madame Diol, ils me disent ils sont morts, Oui, c'est mais vrai je que... n'ai pas de nom. Je connais Ah si, ah ça c'est, je sais pas. Mais, pardon, il y a eu énormément d'enfants, ce n'était pas votre cas, qui ont été placés par l'OSE. C'est ce que j'ai pensé. En particulier par des enfants qu'on a réussi à sortir des camps d'internement, quand on savait que s'ils partaient avec, Il y avait toutes ils ces- seraient déportés. De même, quand on a su, quand Joseph Veil, entre autres, a su avec M. Loinger qu'on allait rafler toutes les maisons d'enfants, malheureusement à Isieux, c'est ce qui s'est passé. C'était un- On avait dispersé, on avait fermé les internats, ou les châteaux, ou les demeures où étaient les enfants, et donc l'OSE suivait quand même. Et donc l'OSE, en principe, a pu certainement retrouver la trace de tous ceux qui avaient été cachés, et même plus que quelques mois, parfois même pendant la guerre. Il faut le rappeler, j'ai trouvé, il y avait eu 33 organisations. Il y avait eu 33 organisations qui ont aidé à cacher des adultes ou beaucoup d'enfants pendant la guerre, d'obédiences différentes, juives, communistes, laïques, etc. Mais il y a eu quand même un réseau de 33 organisations qui ont essayé de faire Moi, j'ai eu la chance de retrouver mon histoire grâce à l'OSE, parce que dans le château de Maubisson, qui a été ensuite repris par l'OPEJ, il n'y avait rien, et en plus de ça, ils ont perdu les dossiers. Ils ont perdu les dossiers. Et heureusement que j'ai retrouvé par Madame Cathy Hazan, qui était responsable de l'historienne de l'OSE, qui a retrouvé le dossier de ma sœur. Et grâce à ce dossier de ma sœur, qui correspondait donc aussi au nôtre, j'ai réussi à refaire une partie de mon histoire. Mais moi, j'ai eu cette chance de retrouver cette jeune femme, qui a 85 ans maintenant, qui m'a permis de retrouver mon histoire personnelle. Je dis personnelle parce que ma sœur a eu une vie totalement différente, mon frère aussi. Je crois que de nous trois, malgré tout, c'est mon frère qui a été le plus malheureux parce qu'il est né en 1935, il n'est pas allé encore à l'école, la guerre arrive, il est encore en 1939, il n'a pas encore été à l'école. Pendant la guerre, il a erré de ci, de là, il est allé donc dans cette Honifleury où Jeanne lui a inculqué peut-être quelques notions d'écriture ou de lecture, mais ça n'a pas suffi. Il arrive en 1945 au château de Maubisson, le pasteur, le rabbin qui nous faisait aussi, qui était le mari de la directrice, nous faisait un peu l'école, mais comme je vous ai dit, il est né en début d'année, donc il a eu 3 ans d'études, ce qui fait qu'il n'a aucune scolarité pratiquement. Il était petit, il était chauve, il était timide en tout, et ce qui fait qu'on l'a même marié. Il a surtout vu son père partir, il était conscient.
Oui, il l'a vu partir, mais lui, il partait se cacher. Non, non, mais voilà, lui, il partait se cacher. Mais lui,